Nous allons donc démarrer pour tenir le timing, sachant que nous avons largement le temps d'échanger. On n'a pas prévu une présentation, on va dire, trop massive. Le but étant quand même de privilégier les temps d'échange, de pouvoir recueillir au maximum, on va dire, vos retours, vos impressions sur cet atelier qui se veut, on va dire, assez pragmatique sur à la fois les aspects d'actualité, les informations justement qui nous semblent pertinentes sur les nouveaux développements, mais aussi un temps d'échange privilégié afin que vous puissiez nous faire remonter finalement les attentes que nous aurions loupées, pas anticipées. Vraiment, le but, c'est que on puisse vraiment avoir ces temps d'échange. Donc, on va voir, il y en a un certain nombre qui sont prévus. Alors, on est relativement nombreux, donc oui, on est plutôt nombreux, on va pas faire un tour de table, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de vous exprimer via le chat pour poser vos questions. Le plus simple étant justement de les poser au fur et à mesure, comme ça nous permet éventuellement de rebondir tout de suite et d'apporter les réponses au fur et à mesure de la présentation ou au terme de chaque temps de présentation. Bien sûr, n'oubliez pas de garder vos micros fermés parce qu'on a toujours des perturbations sonores sinon. Vous connaissez l'outil maintenant, enfin bon, pour lever la main, etc. Et je vous demanderai quand même par contre à chaque fois de repréciser votre organisme, même si beaucoup, on se connaît pour beaucoup, tout le monde ne connaît pas tout le monde, donc ne serait-ce qu'en une simple phrase, repréciser vos nom, prénom, organisme et mission principale, comme je disais. Donc, pour ma part, je pense que quasiment tout le monde me connaît. Donc, Stéphane François d'Atmo-Bourgogne-Franche-Comté. Je travaille donc dans la mission transversale énergie, climat, air avec Benjamin et donc plus particulièrement sur les questions aussi de prospective pour ma part. Si jamais il y a lors des reprises de parole, je pense que c'est pas forcément inutile de redonner juste son nom. Enfin, tant que c'est bien affiché, parce que parfois il y a des gens qui n'ont pas personnalisé l'affichage, de manière à ce que l'on puisse, voilà, bien identifier, bien tracer les questions et apporter les réponses les plus adaptées. Comme je vous disais, donc, il y a pas mal de temps d'échange qui sont prévus avec déjà 2 temps de présentation, un sur la partie volet général sur les données énergie, climat, air, et puis ensuite ce focus sur les données mobilité. Je m'occuperai donc de la présentation du temps 1 et Benjamin, qui est l'expert vraiment sur cela, sur le temps 2, sur la partie mobilité. À chaque fois, nous prévoyons un temps d'échange. Vous pouvez prendre la parole, poser des questions directement à la fin de chacun de ces temps de présentation. Mais une fois de plus, n'hésitez pas à poser les questions au fil de l'eau de manière à ce que nous puissions y apporter les réponses les plus fluides possibles. Voilà, il y aura un temps d'échange un peu plus ouvert à la fin qu'on a voulu faire un petit peu en temps que table ouverte parce que on imagine bien sûr, et ça c'est tout à fait normal, que nous n'allons pas adresser toutes vos questions et comme ça nous permettra de mettre sur la table l'ensemble des thèmes qui n'auraient pas été abordés ou des interrogations que vous pouvez avoir sur des interrogations complémentaires auxquelles on n'aurait pas apporté des réponses. Voilà. Donc, nous allons basculer sur ce premier temps, finalement, qui est un petit peu le bilan des 12 derniers mois, depuis la dernière rencontre, et puis un petit peu la perspective sur les travaux pour l'année à venir, sachant qu'il y a des choses qui sont un peu routinières en termes de production. La première partie, sur justement le travail que nous avons fait, comme Benjamin l'a dit, sur cette année, comme toutes les années paires, nous produisons un inventaire comprenant l'ensemble des contributions énergie, climat, air, consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, émissions de polluants atmosphériques. Voilà, excusez-moi, je me suis laissé un peu distrait par les personnes qui arrivaient de la salle principale.
Donc, qui est produit donc les années paires pour l'année paire N-2, hein, du fait, bien sûr, de toutes les contraintes qu'on a sur la disponibilité des données, hein, pour le rappeler. Hein, un exemple, à ce jour, nous n'avons toujours pas les données de population finale à la maille communale, alors que nous travaillons à la maille communale, donc on est toujours en train de jongler, hein, pour essayer de mettre à jour ça, mais tout en faisant des compromis, hein, les plus acceptables. Donc, ce millésime est en cours de finalisation. Hein, il y a certains, on travaille par secteur d'activité, hein, vous avez l'habitude de le voir, hein, et nous, certains secteurs sont déjà finalisés, validés, d'autres sont en cours de finalisation et entament leur validation, pardon. Et ceci sera publié d'ici à la fin de l'année avec des modifications, hein, sur lesquelles Benjamin reviendra un petit peu plus en détail, notamment avec ces nouvelles données d'outils OPSAM, hein, qui nous permettent d'avoir maintenant donc une vision homogène, hein, donc sur le territoire de la nouvelle région en termes de modèles de transport. Il y a aussi des révisions sur les outils de calcul, parce qu'on est au niveau de la fédération Atmo en train de basculer entre nos anciennes plateformes qui regroupaient parfois, on va dire, presque les trois quarts des régions françaises, parfois seulement 2 ou 3 régions, hein, sur les anciennes régions, bien sûr. Et donc, on est en train de basculer sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Prism. Et là, sur ce millésime, les transports routiers ont été calculés avec cette nouvelle plateforme. Donc, il y a aussi des petites évolutions méthodologiques, hein, qui sont cadrées, hein, qui correspondent aussi au guide de bonne pratique qui va être mis à jour dans ce cadre-là, hein, le guide de bonne pratique sur les inventaires territoriaux, qui est fait sous coordination CITEPA, DGEC, Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'air, et auquel donc la Fédération Atmo contribue grandement en termes de rédaction. Hein, donc ça fait partie, on va dire, de l'évolution des méthodes. Hein, donc voilà, il y a aussi donc l'agriculture qui est en train de basculer sur cette nouvelle plateforme. Et pour information, le reste des secteurs d'activité est toujours en cours de développement. Le résidentiel, le tertiaire a été engagé déjà cette année, mais c'est encore, disons, des travaux qui sont assez longs et qui vont s'échelonner, hein, de 2003 à 2025. Hein. Donc, entraînant aussi, au fur et à mesure, des mises à jour de ces secteurs, avec, dans nos objectifs, de toute façon, toujours une amélioration aussi du contenu, hein, et de la prise en compte on va dire, de toutes les données territoriales qu'on peut maintenant injecter de manière plus fine. Une communication donc a été prévue justement, comme tient aussi un peu sous-entendu Benjamin, hein, ce sont des données qui sont atypiques, hein, bon, c'est tous, hein, pour 2020, mais tous les secteurs ne sont pas impactés de la même manière, hein. On a eu un petit peu des surprises, on pensait avoir plus de ralentissement sur certains secteurs, donc on verra, on présentera voilà ce qui nous a, voilà, il y a des questions de temporalité, il y a des choses qui ont ralenti un moment, mais qui ont été rattrapés dans le temps dans l'année. Il y a des impacts, par contre, qui sont beaucoup plus clairs hein, sur le transport routier. Donc, et tout ça, ça a imposé aussi un certain nombre de choix méthodologiques, hein, pour la manière de traiter, hein, pour la manière de construire finalement la donnée source sur ces inventaires, hein, pour qu'on ait quelque chose qui soit représentatif, ou interroger aussi peut-être finalement les sources de données que l'on avait pour voir s'ils nous permettaient d'obtenir cette représentativité. Donc voilà, et il y aura bien sûr aussi une communication plus détaillée sur la refonte des secteurs transport routier et agriculture. On fera un petit peu d'informations sur les points à venir, mais le but est de vous apporter les clés, hein, en cas de modification des données sur votre territoire pour les interpréter de la manière la plus pertinente. L'inventaire ENR millésime 2021, on en a déjà un petit peu parlé, hein, dans la session plénière aussi. Hors chaudière automatique à biomasse solide, donc qui est l'inventaire réellement de l'observatoire qui est porté par Fibois et que l'on remercie encore, même s'ils ne sont pas dans la salle parce qu'ils sont dans l'autre atelier, parce qu'ils font un travail mais vraiment structurellement très important pour nous, hein, on ne pourrait pas se passer de leur travail. Donc, nous avons pu publier, hein, en adaptant un petit peu, voilà, maintenant qu'on est un petit peu plus rodé, de manière plus anticipée, l'ensemble des données sur les filières électriques,
les filières méthanisation, valorisation des déchets. Donc, toutes ces données, en fait, on les a publiées courant août, courant août, fin août. Donc, dans la plateforme, il n'y avait pas eu la communication tout de suite, et donc, elles les avaient été validées. On a communiqué seulement en septembre. Le but est de reproduire ce mode de fonctionnement et d'adopter, on va dire, une publication la plus granulaire possible, de manière à ce que dès qu'on a un jeu de données qui est finalisé, alors c'est un peu plus compliqué que cela ne peut paraître. Il y a des fichiers qui sont en théorie figés, finalisés au mois de mars, comme le registre des installations de production et de stockage d'électricité renouvelable. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait encore des corrections qui étaient apportées a posteriori, et des petites révisions jusqu'au mois d'avril, voire début mai. Donc, on va essayer de calibrer ça de manière à refaire des choses parce qu'il y aurait des modifications ultérieures, mais aussi à ne pas trop attendre. Une fois de plus, ce sont aussi des processus qui s'améliorent au niveau de l'open data national. Donc, le but, c'est de bien se mettre dans le meilleur compromis pour vous apporter la donnée la plus fraîche possible et sans prendre des risques sur la qualité. Donc, le périmètre méthodologique est constant, on n'a rien changé par rapport au millésime 2020. Donc là, j'ai détaillé cette question de la publication au fil de l'eau. Il y a quelques points qui ne sont pas adressés. Le solaire thermique, pour le moment, est identique à 2020, parce qu'il n'y a pas eu de publication de chiffres pour 2021. Néanmoins, vu les dynamiques des dernières années, il ne faut pas s'attendre à des modifications très sensibles. On est toujours aussi en recherche d'une donnée territoriale plus affinée sur ça. Et la partie territoriale, de contribution des pompes à chaleur que l'on envisageait de développer n'a pas encore été développée parce qu'on a cherché un stagiaire, mais on n'a pas trouvé. Par contre, quand on suit les travaux au niveau la partie consommation, et notamment justement sur le développement que je vous ai mentionné sur le résidentiel et le tertiaire, c'est quelque chose que nous avons l'intention d'adresser avec ces nouveaux secteurs, cette nouvelle plateforme, quand elle traitera ces secteurs-là, donc c'est intégré dans les travaux au niveau du national. Ça nous permettra justement d'alimenter sur cette contribution qui devient quand même très significative et sur laquelle il faut qu'on travaille. Et je continue s'il n'y a pas de questions. Je n'en vois pas, j'ai pu mettre le chat à côté, mais je n'ai pas vu arriver. Nous avions aussi parlé l'année dernière d'une évolution sur la structuration des données ENR. Donc, nous voulions un petit peu faire évoluer la restitution. Vraiment, il ne s'agit pas vraiment de changer le contenu, mais plutôt la forme, comme on dit dans le jargon, le reporting, la manière dont les choses sont structurées, de manière à se mettre plus en cohérence avec les filières de consommation. Pour une première, on va dire, un premier souci, c'est que ces chaufferies automatiques biomasse issues des travaux de Fibois, une fois de plus, qui sont très importantes pour nous, il faut qu'on réussisse à les recoller avec les secteurs sur lesquels on fait le reporting des consommations, qui sont les secteurs qui sont demandés dans la comptabilité format PCAET. Et donc, comme on recolle ces deux inventaires, il nous semblait plus simple de vous donner une vision industrie, c'est de l'industrie manufacturière, industrie de l'énergie, résidentielle, tertiaire, etc., de manière à ce que vous puissiez recoller les deux aspects inventaire de production et inventaire de consommation de manière plus facile. Donc, il y avait aussi l'idée de restructurer la partie valorisation des déchets, parce qu'on avait les éclatés entre les valorisations type incinérateur, type valorisation biogaz, etc. Donc, il y a un petit peu une catégorie globale de valorisation des déchets qu'on voulait créer. Et dans l'autre sens, éclater la filière solaire qui incluait le solaire thermique et PV pour créer une vraie filière chaleur environnementale qui accompagnait ce travail sur les pompes à chaleur. Bien sûr, dans la partie chaleur environnementale, on a aussi le solaire thermique, et créer une catégorie solaire photovoltaïque à part, de manière aussi à un peu enrichir, parce qu'on a des demandes
finalement qui deviennent un peu pas répétitives, mais qui se multiplient sur, ben oui, on devrait peut-être un petit peu en savoir un petit peu plus, quelle est la part des petites installations de particuliers, des installations intermédiaires, des grosses installations qui vont rentrer dans le cadre de la CRE, la question justement de plus en plus importante des installations au sol, hein, éventuellement aller travailler sur les typologies de sol. Donc là, c'est des questions de mécanismes, comme je l'ai dit, en plénière, on va dire, de construction de réseaux de collecte de données de manière à ce qu'on fasse ça de manière optimisée. Mais c'est la finalité, c'est vraiment donner une vision la plus adaptée, la plus fine possible sur les enjeux. On sait très bien que cette partie solaire au sol, peu importe le type de sol valorisé, va lever de plus en plus de questions avec l'accélération qu'elle subit actuellement, la pression que mettent les développeurs sur ce type d'activité. Donc, cette restructuration, finalement, qu'on avait envisagée appliquée sur les données 2021-2022, elle ne se fera qu'en 2023. On va toujours, comme je disais, dans cet objectif de rationaliser les choses et de s'interfacer avec les pôles ENR départementaux et l'ADREAL, avec des concertations plus avec les pilotes, ce sont des petites touches d'ajustement. On verra si on fait éventuellement un sondage auprès des utilisateurs de plateforme aussi, pour trouver la meilleure manière, on va dire, de faire remonter les informations. Mais bien sûr, si vous avez des choses à dire, profitez-en aujourd'hui, c'est le bon moment. Voilà. Donc, si je ne vois toujours pas de questions, je vais passer sur plutôt des volets de nouveaux indicateurs. Donc, on avait discuté dans les dernières sessions d'intégration d'indicateurs sur les modèles climatiques. Donc, c'est des choses sur lesquelles on avait travaillé, mais finalement pas dans cette année, mais même dans les travaux qui étaient déjà engagés en 2021. C'était un stage de master qui s'était fait en 2021. Donc, on en avait déjà parlé, des travaux finalement finalisés après avoir évoqué ça en 2020. Il y a eu un petit peu de complexité, on va dire, dans le déploiement. Toujours pareil, on est toujours à jongler entre les limites de temps et les priorités. Et donc, je rappelle brièvement les objectifs. L'idée, c'était de mettre à disposition les trois principaux scénarios du GIEC, dans la partie justement rendue de modèles climatiques qui est effectuée par Météo France dans le cadre du CNRM. Avec l'avantage donc de ces indicateurs qui proviennent de la plateforme de MIAS, je ne vais pas préciser ici, c'est qu'ils ont une vision très simplifiée en termes d'horizon climatique. On a une période de référence, un horizon proche, un horizon intermédiaire, un horizon lointain, qui permettent de ne pas se perdre dans les données, dans la multiplication, et toute une richesse en fait d'indicateurs qui adressent les comportements moyens, les valeurs extrêmes ou certaines problématiques plus spécifiques qui peuvent être en lien avec des problématiques plutôt agricoles ou autres. Donc, on avait fait ce travail de stage, un tri structuré, pour voir quels indicateurs affichaient un intérêt pour la plateforme, parce qu'il faut que ce soit des indicateurs qui présentent une variabilité spatiale, sinon c'est pas la peine forcément de les mettre sur une plateforme territoriale. Donc, on a fait le point avec Météo France depuis, comme c'était prévu. On a échangé déjà avec le CRC. Il y a encore quelques échanges qui sont en cours. Il y a encore des concertations avec justement les autres observatoires, la filière agricole, aussi pareil au niveau du CRAC, peut-être, je pense, avant qu'on intègre les données, tout étant déjà prêt. C'est des données qui sont prêtes à intégrer. Il y a pas grand-chose à faire. Mais dont l'idée, c'est de dire voilà qu'on se cale bien, puis qu'on voit éventuellement ce qu'on pourrait enrichir avec d'autres contributions qui auraient pu être développées entre-temps pour travailler sur la partie technique sur la fin de l'année 2022
et voir, pareil, hein, sous un modèle plutôt visio-flash qu'on essaie de développer, c'est-à-dire hein, proposer des petits rendez-vous, un quart d'heure de présentation très courte, etc., et puis le temps ouvert aux questions, pour vous présenter ces outils hein, dans des plages justement style pause méridienne, en enregistrant en plus cela pour que ça soit disponible en replay, de manière à ce que l'on puisse faire un petit peu de présentation, de pédagogie là-dessus, sans que ça vous prenne trop de temps. Hein. Donc c'est vraiment comme disait Benjamin aussi sur comme en revenant sur la question de Michel Maillard, hein, voilà, c'est vraiment un développement d'outils vidéo, tutoriels, etc., tant sur finalement les outils, hein, les outils de la plateforme que sur les données que l'on envisageait de mettre en place. Pareil, un peu pris par le temps, on n'a pas vraiment fait ce qu'on voulait faire dans l'année, mais on a déjà prévu, enfin, on a déjà prévu l'équipement et aussi de se structurer là-dessus pour pouvoir avancer. Hein. Alors, je vois une question sur le chat. Quels sont les pôles NR départementaux ETT pour profiter des données de connaissance des projets en direct? Alors, je vois la question d'Anne Savignon hein, sur le chat. Oui, alors à ma connaissance, le Doubs c'est fait, le territoire de Belfort c'est fait, on est déjà en échange où on a participé à des réunions. Je ne sais pas exactement où en sont les autres pôles. J'ai pas trop eu le temps de suivre. Peut-être que l'Adréal pourra apporter des compléments là-dessus parce qu'elle coordonne quand même les choses. Et oui, l'idée, oui. Alors peut-être pas en direct. Après, une fois de plus, tout est question de la manière dont on va faire remonter l'information. Hein, peut-être que s'il y a moyen d'avoir des fichiers partagés en lecture seule pour les partenaires de l'observatoire, en édition justement pour les pôles, de manière à ce qu'ils puissent faire remonter ces informations. À partir du moment où ça pose pas de problème aussi, hein, c'est toujours la question, à partir du moment où les projets ont été publiés, ont été soumis à avis et donc ils sont disponibles. Voilà, c'est le résultat du dépouillement de cette valorisation des données. C'est un petit peu le genre d'idée hein, que j'avais, qu'on puisse essayer de faire remonter ça de manière fluide. Une fois de plus, en étant toujours attentif, hein, on va dire, à la dépense de temps. Hein, il faut qu'on trouve le bon curseur bénéfice, hein, coût. Donc, mais c'est un petit peu, oui, ce genre d'idée-là. J'espère que ça répond à la question de Madame Savignon. S'il n'y avait pas d'autres questions là-dessus, je vais passer sur la suite, en fait, dans la partie indicateur. Donc ça, c'est un projet qui datait d'un petit peu plus longtemps, hein, qu'on avait commencé à envisager déjà en 2020, même avant, sur tout ce qui était la monétarisation des externalités, hein, de l'usage de l'énergie, mais c'est un petit peu plus loin hein, que ça. Hein, c'est vraiment l'idée d'avoir une information qui contextualise ce coût de l'action pour le climat. Hein, donc, de mettre un prix sur nos émissions de GES, de polluants atmosphériques qui sont en relation avec l'énergie que l'on consomme, mais aussi avec les activités agricoles. Hein. On ne parle pas que de gaz à effet de serre et de polluants énergétiques et faire justement ce lien avec le coût de l'action climatique, hein, qui est toujours remis en cause, mais finalement que l'on doit relativiser par rapport au coût de l'inaction. Et donc, on avait travaillé sur la méthodologie hein, pour rappeler qui avait été développée par le ministère de l'Environnement en Allemagne, et on a recollé, on va dire, hein, sur les ordres de grandeur avec divers rapports, dont le rapport qui est en France. Et il y a encore des choses encore un petit peu à recoller sur, on va dire, le coût, enfin, finalement, le coût de l'acceptation sur la partie santé, hein, finalement, le coût de l'acceptation le prix que l'on met d'une manière très crue derrière une vie. Hein, et ça, c'est des choses sur lesquelles on veut juste faire quelques petits ajustements avant de finaliser cet indicateur sur la première partie de début 2023, pendant les 2 premiers trimestres de 2023 en version 1. Pareil, toujours avec cette même méthode de mise en place d'une fiche, hein, de structurer les choses hein, pour vous proposer un déroulé intellectuel sur ces données et de présenter tout ça dans une petite vision. Quoi.
Un dernier indicateur, enfin avant-dernier, enfin, sur vraiment indicateurs qui sont vraiment en cours, dont on vous avait déjà parlé aussi, c'était la valorisation qu'on voulait faire des résultats du programme Apollo de l'ADEME. Donc, j'ai oublié de remettre les sources, je m'en excuse, hein, sur les cartes qui sont présentées sur la diapositive. Elles sont issues du programme Apollo qui a été mené entre le SSQA, INERIS et ADEME, qui était là pour justement qualifier l'impact des niveaux d'ozone sur la production, les productions agricoles et forestières. Et les dernières années que l'on a vécues, hors 2021, qui était très calme, nous ont bien montré que l'ozone est toujours bien présent dans notre région et que son impact en termes de productivité des filières agricoles et forestières, mais aussi son impact sur le stockage carbone dans nos écosystèmes, vient se superposer à des épisodes de canicule, de sécheresse, donc en multipliant les stress hydriques, thermiques et photochimiques sur ces écosystèmes sur lesquels nous dépendons pour nous nourrir, pour produire des matériaux biosourcés. Et donc, c'est quelque chose qui, bon, de par notre mission historique de réseau de surveillance de qualité de l'air, nous tient assez à cœur. Et donc là, il y a des travaux de territorialisation en termes de relier par les bons discriminants territoriaux ces résultats on va dire, à la maille régionale ou départementale, pour pouvoir vous fournir un peu, justement, une idée un petit peu plus fine et que ça puisse se mettre en relation aussi un petit peu avec les évaluations des productions et des impacts, enfin voilà, qui puisse vous donner un petit peu des ratios de pertes. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il y a quand même des enjeux assez importants. C'est pas une étude très compliquée, mais qui, une fois de plus, hein, dans la complexité de la charge de l'année a été un petit peu décalé et sur lequel un nouveau chargé d'études récemment arrivé est en train de travailler hâtement. Donc toujours avec les mêmes modalités de déploiement qui sont prévues. Et le dernier point que je voulais vous présenter, c'était juste pour faire un retour sur la territorialisation de l'ambition régionale du SRADET et notamment du scénario vers une région à énergie positive qui avait servi d'appui à un certain nombre de chiffrages dans les objectifs énergie, climat, air. Je voulais juste voilà bien situer le fait que voilà ce but c'était d'obtenir une information à la maille EPCI sur les trajectoires qui sont visées au niveau de l'ambition de la région Bourgogne-Franche-Comté. Bien situer que il y a des objectifs qui se placent dans le cadre d'une phase d'expérimentation qui a pour but d'établir une méthode d'accompagnement pour faciliter l'appropriation sur ces données. Ça a été mené sur 6 territoires tests pour justement échanger sur les objectifs et les trajectoires de maîtrise de l'énergie par secteur, excusez-moi, c'est pas par filière, les objectifs de développement des filières ENR et ce qui en résulte en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre par secteur. C'est des travaux qui sont toujours en cours, qui sont toujours, comme je dis, en phase d'expérimentation. Les travaux doivent continuer normalement en 2023 avec, comme tous travaux toujours, des incertitudes et des priorités qui évoluent en fonction du contexte politique. Donc, sur lequel nous avons pour le moment prévu l'affinement de la méthode de déploiement, tout un gros travail de fond sur la documentation pour construire un parcours d'accompagnement, tant sur les documents méthodologiques, les limites d'usage, la manière de manipuler ces données. Donc justement, les tests avec ces 6 premiers territoires nous permettent justement de thésauriser ces connaissances par rapport aux questions, par rapport aux interrogations, aux choses qu'il faut compléter, pardon. Le tout pour ensuite regarder comment on va pouvoir planifier ce déploiement, mais qui est, je le rappelle, pas du fait aussi complètement de Atmo et de l'ORECA. Nous sommes l'opérateur technique là-dessus, sachant que ce sujet-là touche bien sûr une sphère beaucoup plus large et beaucoup plus politique. Alors, je vois que Patrice Perron a mis une petite réponse qui pourra revenir tout à l'heure sur les pôles ENR des DDT. Alors, pas de problème, Patrice, si tu es toujours en réunion,
N'hésite pas à revenir dans le temps plus large d'échange à la fin, hein, pas besoin de te précipiter. Il y aura encore un temps là-dessus, on pourra y revenir, hein, je le note. S'il y a des questions justement autres, on fait un premier temps, on ouvre un premier temps questions-réponses. N'hésitez pas si vous en avez. Une fois de plus, si elles vous viennent plus tard ou si à un moment ou un autre, notez-les dans le chat. Hein. Si elles ne viennent pas tout de suite, si elles vous viennent pendant le deuxième temps de présentation, et puis on les adressera à la fin, il n'y a pas de problème. Si jamais on doit avoir trop de questions, ce n'est pas forcément toujours le cas parce qu'on a prévu un temps très très large là-dessus. Il n'y aura pas de problème pour aussi les adresser par écrit ultérieurement, quoi. Voilà. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la main à Benjamin. Comment est-ce que je passe tes diapositives? Oui, bah, je te laisse passer les diapositives à ce moment-là. Et puis, n'hésitez pas si vous pouvez aussi lever la main si à un moment donné, parce que certaines questions parfois sont peut-être plus compliquées à exprimer via le chat. Voilà, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à lever la main, on vous donnera aussi la parole. Hein. Alors là, on va faire un focus sur les données mobilité. J'en ai déjà parlé un petit peu en plénière, mais on va aller un peu plus dans le détail autour de cet outil OPSAM qui a été mis en place et qui nous donne beaucoup de perspectives en termes de développement de la connaissance sur la mobilité dans le cadre notamment des travaux de l'ORECA, mais même au-delà, puisque forcément la mobilité elle est au cœur d'enjeux multiples, d'enjeux territoriaux qui sont pas forcément que des enjeux environnementaux. Donc l'idée c'est de vous montrer à la fois l'apport d'OPSAM, comment on va mobiliser cet outil-là pour apporter de la connaissance pour l'ORECA, mais également de vous montrer un peu les perspectives possibles avec cet outil, sachant que tout n'a pas été développé, tout le potentiel de cet outil n'a pas été exploité encore jusqu'à présent, puisqu'on était plutôt sur une utilisation du coup de l'outil dans le cadre des travaux pour alimenter Opter. Donc, dans un premier temps, je vais rentrer un peu plus dans le détail du fonctionnement de cet outil OPSAM. Donc, comme je le disais, OPSAM a été cofinancé par la région Bourgogne-Franche-Comté et Atmos Bourgogne-Franche-Comté. On peut distinguer deux composantes de cet outil. OPSAM base, vraiment le cœur de l'outil qui a été développé l'année dernière, qui va derrière modéliser, que ça soit en scénario historique ou sur du prospectif jusqu'à 2050, les flux de trafic tout véhicule. Et un nouveau module qui a été ajouté cette année, qui va spécifiquement sur la description des flux poids lourds. Donc, c'est deux modules qui fonctionnent parallèlement et puis qui se complètent totalement. Voilà, mais qui vont avoir des sources de données qui peuvent être différentes et puis certains mécanismes, notamment sur la projection des flux, projection de la demande, qui vont être aussi différents. Globalement, on va retrouver 4 étapes dans le fonctionnement de l'outil: la génération, la distribution, l'affectation, la propagation. Habituellement, dans les modèles de trafic, on est sur des modèles, en général, c'est des modèles qu'on a à 4 étapes quand on parle de modèle multimodal. Ici, on est sur un outil un peu hybride entre la modélisation du trafic et en même temps certains algorithmes d'intelligence artificielle, je vais y revenir un petit peu plus en détail, qui permettent derrière d'apporter une certaine finesse sur la modélisation au niveau du réseau routier. Donc, dans la partie génération, on va se baser, que ça soit pour OPSAM base ou poids lourd, on va utiliser des matrices routières, donc là qui sont de sources différentes entre la partie tout véhicule et la partie poids lourd, des matrices courte distance, longue distance, voilà, plusieurs types de matrices. Donc les matrices, c'est origine, destination, sur un certain zonage, et derrière, il va y avoir une exploitation de fait sur un zonage propre à l'outil OPSAM et qui dépasse très largement
la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque ce zonage-là, donc les origines-destinations qui sont prises en compte, elles sont à l'échelon de toute la France et pour les poids lourds, même au niveau européen. On va mobiliser ici un outil qui est l'outil de référence sur la modélisation du trafic qui s'appelle Cube, à cette étape-là. Ensuite, sur l'étape de distribution, toujours avec cet outil spécifique pour la modélisation du trafic, on va projeter finalement ces flux origine-destination, les distribuer entre les différentes zones. On arrive ensuite sur la partie affectation, c'est-à-dire comment se répartissent ces flux sur le réseau routier. Derrière, il va y avoir un mécanisme un peu hybride. On commence à mélanger un petit peu les technologies entre le logiciel Cube de modélisation du trafic et puis Python. Donc, comment ça fonctionne? Il va y avoir des calculs d'itinéraires qui vont être réalisés. Sur la partie OPSAM base, donc sur le trafic global, il va y avoir différents critères, différentes variables qui vont faire influer le calcul des itinéraires. Donc, notamment tout ce qui va être typologie des routes, les vitesses de circulation, le sens de circulation, voilà, différents paramètres physiques, on va dire, et également les coûts. C'est-à-dire que les coûts des péages, par exemple, sont intégrés, ce qui fait que ça va avoir aussi une influence dans le choix des itinéraires. Sur la partie base, voilà comment ça fonctionne. Sur la partie poids lourd, on va avoir également les interdictions de circulation des poids lourds qui sont intégrées, puisqu'évidemment, on ne va pas faire forcément passer les poids lourds sur tout type d'axe. Et donc, il faut prendre en compte aussi des réglementations sur les autorisations de circulation. Une fois que ces calculs d'itinéraire sont réalisés, c'est là qu'il va y avoir l'affectation qui va se faire d'un point A à un point B en passant par l'itinéraire calculé. Donc là, on arrive sur de la modélisation brute et c'est là qu'entre en jeu la partie intelligence artificielle, puisqu'il va y avoir derrière un mécanisme d'apprentissage de l'outil OPSAM qui va se faire en fonction des comptages routiers que l'on a sur le territoire. Donc l'algorithme, on l'a appelé l'algorithme de peuplement des arcs. En fait, pourquoi de peuplement? Puisqu'il utilise en fait un algorithme souvent utilisé pour l'intelligence artificielle, qui est celui des forêts aléatoires, où on va avoir des arbres décisionnels, toute une forêt d'arbres décisionnels qui sont tous différents. Et derrière, il va y avoir tout un mécanisme de test et d'apprentissage sur un échantillon connu, c'est-à-dire sur des comptages routiers. Alors, les apports sur la slide suivante d'OPSAM pour l'observatoire Oreca. Donc, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. C'est le recalcul de tout l'historique des consommations d'énergie, émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sur toutes les années historiques qu'on a pu produire jusqu'à présent. Alors, pourquoi ce recalcul? Déjà, on bénéficie ici d'un outil qui nous permet de mieux cerner le trafic routier, d'être plus précis sur la modélisation de quand même une variable d'activité qui va avoir de fortes conséquences sur la donnée climat et énergie. Ça permet aussi d'apporter une homogénéité au niveau de la méthode sur la Bourgogne et sur la Franche-Comté, puisque peut-être vous vous souvenez, côté Franche-Comté, on utilisait un modèle de trafic. Côté Bourgogne, c'était une méthode d'affectation des comptages, puisqu'il n'y avait pas de modèle de trafic, affectation des comptages en fonction de la typologie des voies. Donc cette fois-ci, on est vraiment sur une méthode qui est homogène et comparable. Et puis également, le gros apport d'OPSAM, c'est que derrière, on va être plus réactif dans la production de scénarios. Donc ça va faciliter la mise à jour des différentes années d'inventaire, puisque là, on raccourcit vraiment la chaîne de calcul, autant avec cet outil OPSAM que ce qu'évoquait tout à l'heure Stéphane sur l'outil Prism qui permet de faire les calculs derrière des consommations et des émissions. Donc, on arrive sur une facilité, une mise en œuvre beaucoup plus rapide. Au-delà de ces données-là purement, voilà, qui font vraiment le cœur de la base de données que vous allez retrouver sur Opter, climat et énergie, il y a également des perspectives de données de contexte pour mieux cerner ces enjeux, les dynamiques qu'il y a sur les territoires en termes de mobilité. Tout d'abord, une mise à jour d'un indicateur qu'on produisait, mais du coup avec la méthode précédente, sur les kilomètres parcourus.
donc tout véhicule par commune. Et maintenant, on va avoir la possibilité de distinguer les véhicules légers, donc les kilomètres parcourus des véhicules légers, des véhicules lourds qu'on va pouvoir proposer sur Opter. Et puis également, alors là, on arrive sur quelque chose qu'on ne pouvait pas produire précédemment, c'est les kilomètres véhicules qu'on appelle en échange. Alors quand on parle d'échange, c'est-à-dire c'est les kilomètres véhicules pour des trajets dont l'origine est ou la destination sont dans la zone. C'est-à-dire j'ai mon point A qui est dans telle commune et qui va vers mon point B dans une autre commune. On compte les kilomètres véhicules qui viennent finalement des habitants de la zone. Ou alors à destination de la zone, ou les deux si c'est à l'intérieur même de la commune. Donc il y a cette donnée-là en échange, donc qui concerne directement le territoire, et puis les kilomètres véhicules en transit. C'est-à-dire que l'origine et la destination sont en dehors de la zone, mais le trajet est sur la commune ou le PCI, etc. En question. Alors ensuite, sur la slide suivante, je vais vous… Juste avant de passer à la slide suivante, Benjamin, on va prendre une question de Monsieur Peretz, j'espère que je n'écorche pas votre nom, du CD 89, qui posait la question de savoir à quelle maille peuvent se faire ces modélisations de trafic. Peut-être préciser un petit peu plus la maille à laquelle on travaille entre les aspects internes à la région et finalement les tampons, et puis peut-être un petit peu illustrer ça. Je ne sais pas si c'est utile, ça te semble utile? Oui, effectivement, mais je ne l'ai pas précisé, ça sera un peu illustré par la suite. On a, alors déjà la granulométrie, on va dire, on fait une modélisation du trafic sur le réseau routier, donc c'est vraiment tronçon par tronçon sur toute la région. La donnée qui est utilisée pour la géométrie du réseau, c'est la BD topo, donc c'est une définition quand même très fine. L'extension, on va dire, spatiale, on modélise sur la France cette affectation du trafic. Après, l'interprétation peut réellement se faire sur la Bourgogne-Franche-Comté et sur une marge d'environ 60 km autour de la région, puisque voilà, la modélisation qu'on va faire sur les axes principaux en France, c'est, on va dire, pour injecter du trafic dans la région. C'est tout ce qui va être les pénétrantes dans la région qui doivent être bien représentées, mais pour ensuite avoir une modélisation qui soit fine sur la région. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Si vous voulez qu'on échange dessus, vous pouvez aussi, si vous souhaitez activer votre micro pour avoir plus de détails ou si je n'ai pas apporté toutes les réponses. Oui, bonjour. Donc, Guy Peretz, conseil départemental de Lyon, en charge de la transition énergétique. Oui, si je comprends bien, en fait, on est sur une approche quand même macro au niveau de la région. Si j'ai bien compris les dernières explications, il est plus difficile de faire de la modélisation et encore moins de la prospective à un niveau infra, à l'échelle soit d'un département ou d'un EPCI. Alors je me suis mal exprimé, donc c'est ce qui me semblait. Non, on est vraiment sur un détail. Alors Stéphane, si tu peux basculer sur la slide, 2 slides après. Encore. Voilà. Voilà. Ici, on est sur le niveau de détail de la modélisation du trafic. C'est-à-dire ici sur la droite, vous voyez Dijon. Alors on n'a pas zoomé au maximum non plus. On est vraiment sur une affectation tronçon par tronçon. Donc, on peut très bien faire une modélisation d'un scénario 2050 à cette échelle-là. Alors, le scénario 2050, il inclut forcément des hypothèses, etc. C'est un scénario, on ne prévoit pas l'avenir, c'est un scénario sur la base d'hypothèses au départ, notamment d'hypothèses d'évolution de la population. Ça va être un des critères très importants dans cette affectation-là. Ça peut être aussi sur le taux, le nombre de personnes par véhicule, le taux d'occupation des véhicules. Donc, on est sur une modélisation qui se fait à cette échelle-là, ce qui fait que derrière, on va pouvoir aussi créer des indicateurs de la maille iris, je dirais, jusqu'à la région. Quand je parlais après de la région, c'était plus l'extension spatiale et que on est sur une bonne représentativité de l'information sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté,
mais on peut descendre à des échelles, à l'échelle de la route. Peut-être qu'un point de détail, c'est en fait sur la résolution qui est utilisée sur les origines-destinations dans les matrices aussi. Alors, oui, alors voilà, je parlais des origines-destinations, donc on va de telle zone à telle zone, et ensuite on affecte sur le réseau. Donc ce zonage-là, il est à la maille iris, donc regroupement de quartiers. Ça veut dire que sur Dijon, alors j'ai plus en tête le nombre d'iris, mais il doit bien y en avoir une vingtaine, peut-être plus, je sais pas. C'est des regroupements de 2000 habitants. Ce qui veut dire que sur Dijon Métropole, par exemple, on peut créer, ou sur la ville de Dijon, on peut faire une carte de flux origine-destination en utilisant cet outil-là. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Non. Ok, alors voilà, du coup, pour vous présenter un peu les potentiels qui sont offertes par l'outil Opsam, on est en train de développer un outil qui est en test auprès de certains territoires partenaires volontaires qui testent un petit peu les différentes données qu'on a pu mettre sur l'outil de cartographie qui s'appelle Opsam Web. Cet outil-là, il a vocation à présenter les différentes données de différentes natures qui peuvent sortir de l'outil Opsam. Donc, c'est pas exhaustif, c'est pas toutes les données qu'on peut mettre, enfin qu'on peut produire avec cet outil-là. C'est des échantillons qui vous permettent justement de mieux réaliser et mieux comprendre et mieux voir finalement quelles sont la résolution et puis la nature des données. Donc, on a classé ça en plusieurs catégories. On a les flux origine-destination, le trafic sur le réseau. Donc, du coup, vous avez déjà vu la slide en question. L'analyse du transit, l'analyse de l'attractivité, et puis, alors ça, c'est en cours, l'accessibilité aux services, commerces ou autres. Donc là, sur la première, donc finalement celle que vous avez vue, je vais revenir un peu plus en détail. Sur la slide suivante, vous avez donc ici le trafic moyen journalier par route. Donc vous voyez qu'ici on est sur tout véhicule. On pourrait produire la même chose sur les poids lourds en particulier. Et donc toujours à cette échelle-là du tronçon routier. Ici on est sur le scénario 2018. C'est le dernier qu'on avait calculé pour recalculer l'historique des consommations et des émissions dans le cadre de l'ORECA. On a produit aussi le 2020. Bon, c'est un peu plus particulier, on va dire, dans la méthode. Et puis après, ben voilà, on peut décliner sur l'ensemble des données des années jusqu'en 2050, sur la base des projections de population ONFAL de l'INSEE. Après, derrière, on a la main dessus, ce qui veut dire qu'on peut, et c'est tout l'enjeu qu'on a sur la prospective routière, ça va être d'utiliser des projections de population qui sont en cohérence aussi avec d'autres travaux de prospective. Donc voilà un peu une représentation. Donc avec cet outil-là, vous pouvez du coup zoomer, aller sur le territoire qui vous intéresse pour voir comment se répartit le trafic routier. Ici tout véhicule, mais il est possible de faire d'autres déclinaisons. Voilà. L'idée, c'est que je vais vous présenter un petit peu ces échantillons-là. N'hésitez pas à intervenir si vous avez, par exemple, des idées, des questionnements, de vous disant ça serait une bonne chose d'avoir telle ou telle information. N'hésitez surtout pas à nous faire remonter vos remarques sur ces points-là. Ensuite, sur la partie flux de véhicules, sur la slide suivante, vous allez voir qu'on est sur une représentation ici un peu agrégée des flux de véhicules. Agrégé de deux manières. On a agrégé par EPCI. Comme on le précisait, on est sur une granulométrie en termes d'échange matrice origine-destination à l'IRIS. Donc, on a réagrégé les IRIS par EPCI pour avoir tant de véhicules partent de Besançon, du Grand Besançon, pour aller vers la communauté de communes Loulisons, par exemple. Donc voilà, et sur tous les véhicules. Donc de la même manière, ici, on a une représentation
qui est ici agrégé, mais qu'on pourrait avoir pour les poids lourds, par exemple. Voilà. Après, dans le démonstrateur, il y a aussi spécifiquement, on a choisi une collectivité qui teste justement l'outil, Nevers Agglomération, où là, on va avoir une représentation plus détaillée, puisqu'ici, on fait un filtrage. Comme vous voyez, ça commence à plus de 1000 véhicules jour, mais on peut descendre en dessous et considérer aussi les plus petits flux et avoir une vision plus exhaustive de ces flux partant ou arrivant dans la zone en question. Alors, sur la slide suivante, on arrive sur l'analyse du trafic de transit. La carte que vous avez ici, c'est la même chose, elle est agrégée à l'EPCI. On peut avoir un niveau de détail plus fin, notamment à la commune. Ici, ce qui est représenté sur la carte, c'est la part du trafic de transit dans le total en fait des trafics de véhicules. L'information qu'on a, nous, les indicateurs qui sont issus d'Opsam, ça va être la distinction entre VL, PL et également le réseau en question. C'est-à-dire, on peut faire une carte du trafic de transit poids lourd sur les autoroutes, par exemple. On peut même aller sur une distinction entre poids lourd à charge, poids lourd à vide, puisqu'il y a les deux matrices qui sont exploitées dans l'outil Opsam. Une fois que vous cliquez sur un EPCI, vous allez avoir la distinction. Donc, parmi le trafic de transit, quelle est la part des VL et des PL? C'est le graphique que vous avez sur la gauche. Donc là, dans ce cas-là, on est sur le pays châtillonnais. On a 31% du trafic global qui est du trafic de transit qui passe sur le territoire sans s'arrêter ou sans partir d'une commune du territoire. Et 96% de ces flux traversants sont des véhicules légers. Alors, je crois qu'on doit avoir des questions. Oui, il y avait une question à nouveau de Monsieur Pérez de Lyon sur les projections de trafic, justement, qui n'ont pas encore été engagées, mais qui sont dans le plan de travail de l'année prochaine. Si tu veux revenir dessus. Oui. Donc voilà, les projections, comme je disais, il y a des hypothèses en fait à mettre forcément en bout de chaîne d'Opsam, notamment donc sur la population. Pour l'instant, on a les trajectoires ronfales de l'INSEE qui sont intégrées déjà dans l'outil, ce qui fait que en utilisation simple de l'outil de notre côté pour faire des projections, on peut très bien directement générer un scénario 2030-2050 qui se basera sur cette hypothèse-là de population. Après, derrière, on va avoir aussi deux types de scénarios possibles à mesure constante et puis à mesure supplémentaire qui peut être généré. On va dire c'est un peu les paramètres de base pour la génération de scénarios prospectifs. Mais comme il s'agit du tout d'une chaîne de calcul, on peut intervenir aussi dans la chaîne pour aller vraiment plus loin et construire un scénario plus poussé pour influer, intégrer dedans des hypothèses, notamment comme je disais sur les taux d'occupation des véhicules. On peut donc modifier ça pour voir l'impact que ça peut avoir. Par rapport à votre question sur l'autopartage, l'autosolisme, on va pouvoir intégrer ce type d'hypothèse-là. Après, voilà, il y a d'autres hypothèses qui forcément ne sont pas forcément prises en compte, mais l'idée pour nous, c'est qu'Opsam, on le fasse évoluer aussi dans le temps, on a la main dessus. Donc, c'est ce qu'on a fait avec l'ajout des poids lourds et c'est ce qu'on continuera à faire aussi pour apporter une meilleure connaissance sur ces enjeux. Alors, ok, d'accord. Je croyais qu'il y avait d'autres questions. Ensuite, une analyse spécifique. Là, ici, c'est un exemple pour Grand Besançon Métropole. C'est une étude qu'on a fait pour eux, des éléments qu'on leur a apportés, on va dire, pour alimenter certaines réflexions. Donc, c'est le cas ici. L'étude, elle a été faite, enfin, l'analyse a été faite sur Grand Besançon Métropole. Ça peut être fait sur d'autres territoires. Dans le cas de Grand Besançon Métropole, on l'avait fait sur plusieurs territoires, sur
la commune de Besançon sur le bassin urbain et puis donc sur l'agglomération. L'idée ici sur cette carte, on va prendre justement la matrice origine-destination, ici tout véhicule. Et l'analyse qui va être faite, c'est on retient les flux qui sont à destination de Grand Besançon Métropole, sur toute la région. Ici, vous avez une vision juste d'un secteur en particulier. Et on va retenir les communes qui ont plus de 15% de leur flux à destination de Grand Besançon Métropole. C'est pour ça qu'on l'a nommé en zone d'influence. Donc ici, pour 2018, c'était toujours le même scénario qu'on exploitait. Donc sur cette carte, ce que vous allez avoir par commune, ici, c'est la part des flux de la commune qui sont à destination de Grand Besançon Métropole. On va avoir à la fois la construction finalement d'un périmètre, puisque les communes qui sont affichées ici, ben, c'est les communes qu'on va considérer comme étant dans cette zone d'influence de Grand Besançon Métropole, et puis également l'information sur la part, l'intensité de cette attraction de l'agglomération. On a fait la comparatif avec, alors même si on est sur des données un peu différentes, hein, avec l'INSEE sur l'aire d'attraction, puisque l'INSEE se base sur les actifs. Donc on est sur une partie. Ici, c'est les flux tout motif. Donc globalement, on arrivait sur quelque chose qui était assez proche, sauf certains secteurs, comme du côté de la Haute-Saône, où on sentait une attractivité plus forte et qui s'explique par les autres motifs qui font que les habitants de ces secteurs-là peuvent se rendre à Besançon, notamment les services. Voilà. Et pour finir, un autre type d'information. Alors là, c'est des travaux qui sont en cours. Ils ne seront pas publiés directement quand OpsamWeb sera ouvert à tous. C'est un travail qui est en cours sur les calculs d'accessibilité. Donc, dans cet exemple-là, c'est le calcul d'accessibilité au commerce de la gamme proximité de l'INSEE à pied. Donc, c'est pour l'instant un travail, voilà, on est en train de construire l'indicateur, il y a des modifications qui sont prévues, mais derrière, on a un outil qui nous permet de faire ce calcul-là en fonction de n'importe quel point qu'on localiserait. Ici, on a pris les commerces et services, les commerces de la gamme proximité, mais ça pourrait être sur d'autres choses, sur les services de santé, etc. Et donc à pied, mais ça pourrait également être en vélo ou en voiture. Donc, voilà un petit peu là. Ici, c'est une illustration de tout un champ de connaissances qui pourrait être construit à la maille communale. Derrière, on va engager justement les échanges pour voir, donc sur la base de certains projets, idées qu'on peut avoir de développement d'indicateurs, que vous puissiez nous donner votre avis dessus et peut-être aussi d'autres propositions d'indicateurs qui vous sembleraient pertinents par rapport aux missions que vous avez au quotidien et qui vous manquent jusqu'à présent. Alors, pour cela, je vais donc peut-être il y a déjà certaines questions. Si ce n'est pas le cas, du coup, je vous propose de balayer un ensemble d'indicateurs qui ont été listés. Alors, désolé, Benjamin, entre-temps, Oui. alors j'ai fait le nom de la tête, mais Patrice voulait prendre la parole. Alors, si c'est Okay. pour revenir sur les DDT, si ça ne te dérange pas, on le décalera. Si c'est sur la mobilité, tu es le bienvenu pour prendre la parole. Oui, j'avais une question. Alors, sur la DDT, effectivement, je parlerai plus tard. Il n'y a pas de souci. Désolé, je vous rejoins. Donc, j'ai essayé d'écouter d'une oreille tout en ayant une autre réunion. Donc, c'était un peu compliqué. Sur la distance au service, alors l'INSEE, elle le fait en gardant simplement centroïde de commune à centroïde de commune. Je suppose que vous, avec le modèle, du coup, vous êtes beaucoup plus précis et il y a effectivement aussi le mode de déplacement. Donc, c'est une vraie plus-value. Il ne faut surtout pas comparer les deux. Non, c'est pas comparable. Nous, on fait le calcul bâtiment. En fait, c'est la distance de chaque bâtiment de la région au service ou commerce en question.
Donc, par exemple, là, c'était la gamme proximité. Donc là, par contre, on se recolle bien sur ce que fait l'INSEE, c'est-à-dire les commerces qui sont dans la gamme proximité. On prend que ces points-là qui sont localisés sur toute la région et on va tester chaque bâtiment pour voir le temps en fait parcouru par bâtiment. Et sachant que ces bâtiments-là, on a derrière aussi une ventilation de la population. Ce qui fait que là, l'indicateur qui était que j'ai présenté, qui est en cours de construction, c'était sur les temps. C'est pas le temps moyen, c'était le temps maximum pour aller à tous les services, tous les commerces de la gamme proximité. C'est-à-dire qu'on prend donc le point le temps maximum du commerce qui est le plus éloigné finalement. Et finalement, on pourrait presque faire un arc. Presque faire une zone tampon en disant dans cette zone-là de un quart d'heure en moyenne, on a accès à l'ensemble des commerces de proximité à pied dans cet exemple-là. Mais on pourrait aussi faire en termes de population, puisque du coup, le bâtiment, derrière, il y a une ventilation de la population. Ce qui fait qu'on pourrait faire nombre de personnes ou part de la population située à plus de 20 minutes d'un commerce de proximité à pied, en vélo, en voiture. Voilà. Donc effectivement, c'est pas comparable. L'idée est la même, on va dire, que celle de l'INSEE, sauf que nous, comme on est sur un secteur plus restreint sur la région, et qu'on a certains outils qui ont été mis en place, on peut faire ce calcul-là par bâtiment et du coup apporter une résolution plus fine au niveau territorial. C'est très bien, c'était juste une alerte pour dire qu'effectivement, il ne fallait surtout pas… Ouais. Tout à fait. Regardez vos chiffres à un niveau fin et puis les comparer par exemple à des indicateurs départementaux sur l'INSEE. Oui, c'est pas la même utilisation, voilà, la méthode est différente. Alors, ce que je vous propose du coup, c'est qu'on va balayer toujours avec les mêmes classes que je vous ai présentées là, c'est-à-dire les flux, le trafic de transit, enfin toutes ces différentes composantes là. Certaines idées d'indicateurs. Ce que je vous propose, c'est de lever la main virtuellement quand cet indicateur-là vous semble pertinent. Un peu, on va dire que c'est un vote. Ensuite, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de rebaisser vos mains, sinon je vous demanderai de le faire aussi. Et puis également, vous pouvez réagir dans la fenêtre de discussion et puis on peut vous donner la parole pour apporter des précisions ou donner votre avis sur ce type d'indicateur. Et puis par la suite, une fois qu'on aura balayé un peu ces idées-là, vous pourrez aussi plus librement laisser libre cours à votre imagination et puis à nous dire ça serait super d'avoir tel ou tel. Donc sans vous garantir que ça soit quelque chose de faisable, mais pour avoir un petit peu une idée des besoins que vous pouvez avoir sur ces questions-là, dans le cadre de PSAET ou autre chose. Alors, sur la partie flux, donc là, on serait sur une représentation des flux origine-destination des véhicules légers uniquement, avec une granulométrie qui peut être du coup plus fine que de PCI à EPCI. Donc là-dessus, je vous laisse lever la main si c'est quelque chose qui vous semble intéressant et utile pour vous. Donc je prends les pouces aussi. Je vois qu'il y a des pouces. Ah voilà, 10. Ok, donc on voit qu'il y a quand même un intérêt autour de ça. Alors, ouais, merci. Je te rebaisse la main. Alors du coup, on va arriver maintenant sur une partie, je ne voulais pas encore trop présenter, mais sur la partie poids lourd, qui pour nous est, je pense peut-être là où on a la plus grosse avancée en termes
connaissance de la mobilité, puisque c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple à avoir, on va dire, hein, sur cette partie poids lourd. Donc les flux origine-destination de poids lourd à charge et à vide. Ah, on est plus bas, 8 par rapport à 10. Ah, ça monte, ça monte. Ok, très bien, merci. Du coup, on va pouvoir passer à la slide suivante sur le trafic de transit et d'échange. Donc, pour rappel, quand on parle d'échange, c'est donc que l'origine est où la destination est dans la zone en question, donc la commune, le PCI, département, etc. Donc, pour le premier indicateur, la part du transit dans les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre et de polluants, donc de transit poids lourd. Voilà, où l'idée, c'est de pouvoir ressortir cette part, ou du moins l'isoler pour bien voir finalement le trafic subi qui peut impacter sur le bilan gaz à effet de serre et consommation d'énergie et polluants atmosphériques du transit de poids lourds. Ok. Si j'ai bien compté les pouces, on est à 12, hein, Benjamin. Hein. Ah, d'accord. Ah, bah, j'avais noté 10. Très bien. Donc, ensuite, on a toujours sur cette partie-là, la part du trafic de véhicules légers en échange. On pourrait quasiment dire en fait on va dire la contribution finalement des habitants de mon territoire à la donnée de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre polluants de mon territoire. Benjamin, Oui. j'ai mis une question dans le chat parce qu'en fait, je n'ai pas levé non plus sur la part véhicule léger sur la première parce que désolé, hein, comme j'avais une autre réunion avec ma hiérarchie en même temps. Je n'ai entendu que partiellement, mais dans ta modélisation, est-ce que tu arrives à modéliser les flux touristiques, excursionnistes, etc. Parce que du coup, en fonction de si c'est le cas ou pas, la question se pose de la pertinence. Oui, alors là-dessus, ils vont être indirectement pris justement avec cet algorithme-là d'intelligence artificielle, puisqu'ils vont être pris dans les comptages. Et donc, ça va permettre derrière dans l'apprentissage, sur tel secteur, sur tel secteur, tel type de route, derrière, il va y avoir tant de véhicules finalement, globalement, en plus par rapport à la modélisation de base. Mais effectivement, ça serait compliqué, par exemple, de ressortir l'information spécifique là-dessus. Par contre, s'il y a un vrai enjeu autour de ça, il serait possible de rajouter dans l'outil ce qu'on appelle des points d'attraction spécifiques. C'est-à-dire que là, tu pourrais mettre en fait les lieux touristiques qui attirent les lieux qui attirent le plus de touristes et derrière modéliser les flux en question pour les faire ressortir dans l'analyse. Mais on va dire que là, ils sont inclus de manière indirecte finalement, quoi. Ok. Ah, j'ai pas vu le compte, Stéphane. Je me suis occupé du compte, ne t'inquiète pas. Voilà. Ok. Ensuite, sur l'accessibilité. Donc, il y a l'indicateur que je vous ai présenté qui est en cours de développement, notamment sur la méthode. Les commerces de la gamme proximité à pied et à vélo.
Alors après, une fois qu'on a les informations à vélo, on peut aussi, si on peut associer une vitesse de circulation des vélos électriques, on peut aussi avoir du coup la déclinaison en véhicule électrique, en vélo électrique. Alors là, ici, je ne sais pas si certains auront peut-être un avis là-dessus. Comme je le disais à Patrice tout à l'heure, autant on peut exprimer les choses en temps maximum, on va dire, pour faire l'ensemble avoir accès à l'ensemble des commerces de la gamme proximité. Mais on peut aussi l'exprimer en nombre de personnes ou en part de la pourcentage de la population. Si tu es à plus de X minutes de ces commerces, je ne sais pas si vous avez des avis là-dessus, ce qui vous semble le plus pertinent et qui vous parle le plus, qui apporte peut-être plus d'informations pour vous. Le problème, c'est que ça ne t'apporte pas la même information. J'aurais tendance à dire que Les deux. quand tu es en nombre de personnes, on aura peut-être plus une notion de la vulnérabilité des personnes, alors que Oui. l'autre en temps est intéressant aussi, y compris en termes de déplacement, en termes de contraintes que ça peut générer, tout ça. Donc, effectivement. c'est deux concepts différents, mais qui apportent des compléments. Ok. Et voilà, là c'est vrai qu'on ciblait à pied, en vélo. Sur la partie transport en commun, donc je vous le dis, c'est beaucoup plus complexe, puisqu'il faut intégrer tous les offres de services de transport en commun. Donc là, ça devient très très compliqué. Après, il y a la dimension en voiture, et c'est vrai que nous, d'office, on l'avait un peu exclu, puisque l'idée, c'était plutôt de voir l'accessibilité avec des modes doux. Alors après, peut-être vous, ça peut vous sembler pertinent quand même d'avoir cette information-là. Je ne sais pas s'il y a des avis sur la question. C'était un petit peu, moi, c'est ce que doit faire l'INSEE, je pense. Alors, je ne sais pas si c'est Monsieur Bonotte de la DDT de Lyon veut prendre la parole ou si c'est un vote résiduel, peut-être. Je pense qu'il a baissé la main, ouais. Ok. Ah bon, Eric, tu n'avais pas une idée là-dessus? Bon, tant pis. Donc voilà, oui, bah, après à voir si vous avez des. J'ai entendu un micro qui s'est ouvert. Non. Quand tu es sur des gammes qui sont plus hautes, la voiture, elle est indispensable. Sur la proximité, la gamme de proximité, c'est beaucoup moins le cas. Après, on sait qu'il y a des gens qui prendront la voiture, mais je ne suis pas sûr que ça apporte quelque chose de plus. On sait que du coup, c'est moins. Et encore, des fois, tu mets guère plus de temps en voiture qu'à vélo. Guère moins de temps, voire des fois, tu en mets plus. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ça apportera plus. Oui, ce serait presque plus dans une analyse comparative entre très, on va dire, situation urbaine, ou de voir quand est-ce que le vélo peut-être passe devant dans certaines configurations la voiture. Voilà, ça pourrait avoir cet intérêt-là en termes de communication. Ok. Alors après, on avait ciblé aussi l'accessibilité aux gares, arrêts de bus, et donc là, pour le coup, on avait mis à pied, en vélo et en voiture, parce que l'accès aux gares, du coup, est intéressant aussi c'est intéressant de l'avoir aussi avec la dimension voiture. Alors sur cet indicateur-là, comment vous vous situez en termes de pertinence pour vous dans le cadre de vos missions? Sachant que si je peux compléter sur la partie gare, il y a aussi des intérêts, pas que sur la mobilité quotidienne, mais aussi sur les mobilités longue distance, et donc en termes de vision qui sont développés dans divers scénarios sur lesquels on a pu travailler. Alors, je vois pas de main levée. Ok. Alors, je suis désolé, je suis encore embêté en réagissant peut-être de trop. En fait, les arrêts de bus,
si c'est en ville, l'accès en voiture peut poser question ou quand tu es à l'extérieur. Par contre, ça a un intérêt, comme tu as des transports à plus longue distance, sur lesquels effectivement les gens vont jusqu'à l'arrêt de bus depuis le village d'à côté ou 2-3 villages à côté, et puis après reprennent le bus. Donc, Oui, donc c'est c'est compliqué presque d'avoir un positionnement en se disant sur tel sujet, il faut l'enlever ou il faut le mettre. Donc je vois la remarque aussi, bus tram, oui, tram aussi. Et peut-être, oui, ça serait peut-être presque 2 indicateurs différents. Un gare, notamment avec la partie connectivité voiture, accessibilité voiture. Et par contre, sur la question bus, tram, peut-être sur une autre approche de proximité par des habitants à moins de temps à pied, par exemple. C'est difficile. La personne qui va aller prendre le bus à Rio pour aller à Vesoul ou pour aller à Besançon, Oui, non, mais c'est sûr que c'est derrière, elle aura peut-être pris sa voiture, quoi. Mm. C'est pour ça que Oui. c'est pas du tout la même chose entre le milieu urbain et le Oui, milieu ouais, je comprends bien. rural. Tout à fait. Ça veut pas dire que c'est Mm. une petite unité urbaine, on va dire. Ok. Alors, je crois que on s'était restreint à cette liste-là, et après, voilà, on a prévu du coup un temps d'échange libre par rapport à ces idées d'indicateurs, peut-être qui vous ont un petit peu montré les potentiels de production qui peuvent être faits. Peut-être que vous avez des besoins que vous allez associer justement à ces productions-là. Donc, on vous laisse le champ libre pour vous exprimer sur les besoins, les attentes que vous pouvez avoir autour de la mobilité. Est-ce que pourraient vous apporter les outils qui sont maintenant mis en place? Après, voilà, bon, c'est pas toujours simple de réagir directement comme ça, parce que c'est sûr que parfois c'est nécessaire de réfléchir un peu et de refaire le lien avec les actions qu'on a au quotidien. En tout cas, n'hésitez pas, si ça vous vient par la suite aussi, de nous faire remonter vos réactions, vos questions ou autres. On peut poser des questions sur les données, ou alors on est toujours Oui. dans la partie mobilité? Non, bah justement, on arrivait sur le temps élargi, voilà, sur tout ce qui a été présenté, sur les données d'une manière générale. Donc, Anne, tu peux poser tes questions. Oui, je veux bien. Alors, c'est une question qu'on avait déjà abordée, mais on a besoin d'être un peu appuyé au niveau méthodologie. Comme on accompagne des démarches territoriales, PCAET, TEPOS, etc., vous changez en améliorant tout le temps la production avec des nouveaux modèles, des nouvelles méthodes, et donc ça veut dire des nouvelles données. Et quand on fait, nous, un travail de planification, on est sur plusieurs années, on regarde derrière, on regarde sur le moment et on regarde sur le futur. Comment on va pouvoir comparer les données à l'avenir? Quel va être le meilleur compromis? Puisque en fait la méthode a changé et que c'est pas toujours comparable. Encore une fois, enfin on connaît tous cette problématique-là. Et puis j'enchaîne une deuxième petite question pratique dans la production que vous faites au niveau de la plateforme. On a les dépenses, c'est très intéressant à l'échelle des départements, hein, puis à l'échelle par habitant. Nous, on aime bien cet indicateur de relativiser ces dépenses par rapport au PIB du département, et on n'arrive pas à trouver le PIB du département. Mais c'est vrai que c'est assez parlant pour les élus, pour les entreprises et autres. Ça permet de relativiser et je trouve ça assez intéressant. Pas de PIB, effectivement, au niveau départemental. Merci Patrice de confirmer ce qui me semblait. On a déjà du mal à l'avoir en termes de mise à jour au niveau régional, ça prend énormément de temps. Je ne critique pas les gens qui galèrent à produire ces indicateurs, c'est assez compliqué. Et puis par rapport à tout ce qui est changement de données et mise à jour, alors oui, ça fait partie, je prends un peu la parole là-dessus, tu compléteras Benjamin hein, si j'oublie des choses, de cet accompagnement pour le fournir. On va pas révolutionner tout en tout. Sur la partie transport, comme là, on n'avait pas de modèle de transport, on avait un modèle de spatialisation des comptages. Et c'est clair que sur votre territoire, il peut y avoir des impacts un petit peu plus profonds, mais bon, on va pas diviser par 3 ou multiplier par 4 le transport non plus. Hein. Faut quand même pas
faut pas s'attendre à ce que, voilà, il peut y avoir localement, oui, des impacts un peu plus importants, mais je pense pas que ça va changer complètement la donne, hein. Et là-dessus, c'est vraiment, oui, vous expliquer qu'est-ce qui est à l'origine justement de ces impacts, qu'est-ce qu'on peut faire pour redresser. Je prendrai en illustration les changements qu'il y a eu quand on a fait l'inventaire 2018. Hein. Quand on a fait l'inventaire 2018, avec les nouvelles données loi TECV qui rééquilibraient les secteurs résidentiels et tertiaires en termes de consommation de gaz et d'électricité, on a été obligé de régénérer des historiques qui n'existent pas, hein, de 2008 à 2018, hein, donc avec le changement de méthode. Donc c'est vrai que ça, c'est un impact, je pense, qui était beaucoup plus important. C'est aussi pour ça que quand on travaille sur les planifications, on essaie aussi quand même de définir beaucoup d'objectifs relatifs, nous, à notre niveau, hein, que l'on puisse recaler, disons, le plus simplement possible, hein, en termes d'efforts, hein, par rapport à la filière. Donc peut-être qu'il y avait une petite partie qui était masquée, qui était d'un autre côté, mais la question c'est, on est toujours, hein, dans des trajectoires de division par deux des consommations d'énergie, etc. Donc cette vision nous semble plus faciliter, on va dire, les mises à jour, que je pense qu'il faut relativiser parce que les impacts ne sont pas toujours colossaux, hein, on va dire. C'est ça, quoi. Benjamin, tu as peut-être des compléments là-dessus. Non, non, pas spécialement de complément. Je suis peut-être juste sur le routier pour dire qu'au final, le routier restera, même si là les chiffres peuvent bouger plus ou moins fortement en fonction de l'échelle qu'on prend. Si par exemple on prend l'échelle d'une commune, effectivement, entre une meilleure représentation qu'on va avoir maintenant, si on a un plus 30% ou 40%, ou voire 50% par rapport à ce qu'on avait avant, et que cette route-là, elle constitue une grosse partie de la donnée qu'on va avoir trafic routier, forcément, ça va être, on va retrouver un peu le même écart sur les consommations et les émissions à cette échelle-là. Mais derrière, ça sera toujours un enjeu majeur et dans le diagnostic, ça sera toujours le routier qui sera en 1, en 2 dans les secteurs les plus consommateurs et les plus émetteurs. Ça change pas la vision qu'on a sur les enjeux, quoi, je dirais. Est-ce qu'il y a d'autres questions plus globales sur les données ou des remarques ou des besoins à exprimer? Il y a Patrice qui devait revenir sur la question des pôles ENR et de la structuration aussi. Oui, alors, plusieurs éléments. Après, sur les pôles ENR, il n'y en a pas encore partout en activité. Il y en a où ils ne sont pas encore créés. Il y en a où les postes sont vacants encore. Dans tous les cas, hein, l'idée de ces pôles ENR, il y en a qui sont présents, enfin qui existent depuis 16 ans. Hein, donc, c'est très, très variable d'une DDT à une autre. La façon de travailler aussi, mais dans tous les cas, ce que fait les pôles ENR dans les DDT, avec tout un tas d'interlocuteurs, hein, qui font partie de ces pôles, c'est d'accompagner en amont des projets les porteurs de projets pour que ils sachent bien tout ce qu'ils doivent faire pour déposer un projet qui soit complet et essayer de les accompagner pour que le projet soit de qualité suffisante et ne soit pas retoqué parce que finalement, il manque moitié des choses. Donc, du coup, ce n'est pas quelque chose sur lesquels qui sert directement à partager parce que tant qu'on est en amont, entre guillemets, il y a quand même il y a de la concurrence entre les porteurs de projets, etc. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut transmettre à l'extérieur. Parallèlement, on a une demande du ministère qui est faite et qui transite par les pôles ENR, mais qui concernera sans doute beaucoup plus large dans les DDT, d'avoir un recensement des projets sur tout ce qui est photovoltaïque. Alors, l'éolien, c'est l'Adréal qui s'en occupe et on met à jour, hein, les informations et c'est récupéré. C'est pour ça que c'est déjà dans Terre au niveau de l'éolien. Mais l'idée, c'est de récupérer sur le photovoltaïque et sur la méthanisation des données effectivement sur les projets
et sur le type de sol et l'état du sol, et puis sur les surfaces qui sont utilisées ou sur lesquelles c'est déployé. Et bon, voilà, un certain nombre d'indicateurs qui sont demandés, avec une demande au niveau national au-delà de 5 MW pour le solaire, ce qui est quand même assez haut, mais sur lesquels les directeurs de DT étaient plutôt partants pour descendre le plus bas possible. Sachant qu'il y a des choses qui sont traitées directement au niveau des EPCI, je pense à tout ce qui est sur toiture, simple, etc. Et restera à savoir si c'est une discussion qui n'a pas encore eu lieu. On est au début de la mise en place. Cette mise à jour, elle devrait se faire assez régulièrement. Et reste à savoir quel statut sera donné à la donnée. Est-ce qu'on pourra faire comme pour les pôles ENR, que pour l'éolien, pardon, et mettre à disposition l'information ou non? Ce n'est pas quelque chose qui est tranché, mais si c'est le cas, on essaiera de faire de la même façon que ce qui existe sur l'éolien, et auquel cas, c'est des flux qui sont récupérables pour Opter et qui peuvent être intégrés. Donc, on a bien conscience de l'enjeu. Et puis, avec un point de vigilance quand même, pour parler simplement de l'éolien qu'on maîtrise mieux pour l'instant, ce n'est pas parce qu'on a des autorisations qu'on aura les mêmes puissances qui seront installées au bout ou que le parc ira jusqu'à son terme, quoi. Donc, voilà. Et ça, c'est quelque chose, je pense, sur lequel vous avez largement l'habitude de vous confronter au niveau du CIEN. Je crois que c'était le CIEN qui était demandeur. Mais il faut vraiment avoir cette vision-là de se dire qu'il y a un gap entre ce qui est prévu initialement dans les projets et ce qui est fait, et puis entre projets autorisés et puis projets menés à terme après tous les recours juridiques et autres. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, vous avez répondu. Alors, on est tous à tâtonner, nous, dans la Nièvre, on est sollicités pour mettre en place des stratégies ENR. On travaille d'ailleurs avec la DDT étroitement. Mais c'est bien de partager l'information et d'avoir une vision collective et partenariale. Une stratégie ENR, elle se construit pas d'un côté, dans une structure, etc. Elle se construit avec tout le monde. C'est pareil, on nous parlait d'une carte éolienne qui devait sortir à l'échelle de la région. Par l'Adréal, donc on ne sait pas où on en est par rapport à ça. On essaye en fait d'être pragmatique et d'additionner tous les bouts. C'est pour ça qu'on a fait aussi une demande à la région par rapport au SRADET pour une déclinaison départementale. On a bien entendu que la planification énergétique territoriale c'était essentiel, il fallait éclairer les élus. Or aujourd'hui, voilà, on est là, on tâtonne. En 2013, on a apporté une stratégie énergétique à l'échelle du département. On avait décliné le SRCAE local pour participer, pour contribuer à l'ampleur des objectifs. Mais vous voyez, enfin voilà, on cherche tous à la fois au niveau méthode et à essayer de recueillir ces données et de les analyser ensemble. Donc ça, c'est important de pouvoir produire et diffuser. Oui, alors on en a bien conscience, c'est pour ça on travaille justement avec des services métiers des DDT pour essayer de faire monter l'information. Je vous dis, tous les directeurs étaient unanimement d'accord pour dire qu'il y avait effectivement l'enjeu. Après, sur la carte de l'éolien, c'était dans mon département qu'on l'a faite, donc du coup, je ne vais pas vous répondre aussi. Donc la carte, elle a été faite, elle a été bloquée avec les élections. Entre-temps, il y a eu des demandes de modification et de simplification des classes. Donc, on se retrouve avec 4 classes, avec grosso modo une classe favorable, une classe où c'est impossible, et puis 2 classes où, moyennant peut-être des assouplissements, des dérogations, etc., ça pourrait peut-être être envisageable, et donc plus ou moins. Et donc, toutes les DREAL ont remonté au ministère et on attend le feu vert pour la diffusion. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, tant que le ministère ne nous a pas donné de feu vert, on ne peut pas la mettre à disposition. Mais le travail est fait. On n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, on nous redemande une modification. Mais dans tous les cas, on est juste sur un visa du cabinet.
Si je peux apporter un complément par rapport justement pour reboucler avec tes propos, Patrice, dans ce que je disais tout à l'heure sur les remontées, sur les projets, des choses comme ça, on se plaçait bien dans le cadre à partir du moment où le projet était devenu public et qu'il était passé en consultation générale, bien sûr pas trop tôt, pas à partir du moment où il était encore on va dire, limité à des pré-consultations, c'était ça, dans l'idée un peu de ce qu'il y avait en termes de reporting qui était fait par la DDT au niveau de la Côte d'Or, où il y avait un petit fichier de suivi qui nous avait semblé, enfin, qui nous avait éclairé sur pas mal de choses. C'était, voilà, pas pour, bien sûr, monter l'usine à gaz dans les limites de ce qu'on pourrait communiquer. Et c'est bien ça que je disais, que c'est une démarche à concerter qui était à son début, on est bien d'accord. Et parallèlement, sur les appels à projets au niveau du photovoltaïque, on devrait avoir des données qui devraient basculer en open data. Mais ils ont pas mal de retard dans le développement des applications. Donc, il y a quelques mois, ils nous annonçaient ça pour octobre. Je ne sais pas si ça sera octobre. On a bon espoir que d'ici à la fin de l'année, mais on reste quand même sur un champ restreint et tous les départements, enfin, il y a des départements sur lesquels on voit qu'il y a pas mal de projets qui sont portés en dehors de ces appels à manifestation d'intérêt nationaux. On va faire la projet plutôt. Voilà, donc il y a plein de choses qui bougent. La question, c'est la complétude ou non du champ. Et l'idée, c'est justement d'avoir un recensement par les gens qui traitent des sujets en direct, et donc les DDT, pour avoir une vision un peu plus complète des choses, en dehors de ce qui se développe en toiture, mais qui reste un poids relativement marginal par rapport aux puissances. Alors, j'aurais tendance à modérer ça pour le moment, parce que certes, c'est marginal par rapport aux puissances. Alors, c'est clair, quand on a un Forestia qui nous met 30 mégawatts d'ombrière d'un coup sur son parking, voilà, quoi, c'est des gros projets qui peuvent émerger. On peut avoir des gros projets de centrale. On voit quand même, quand on met c'est une petite tendance, on a vu sur les années précédentes un rebond qui peut nous sembler significatif sur certains territoires, des installations intermédiaires, justement la tranche 100 à 500, qui rentre pas justement dans aucun appel d'offres et autres. Et là, des interactions que j'avais avec des gens des filières qui ne savent plus où donner de la tête, les entreprises justement sont en train de se précipiter sur ces installations avec des volontés d'autoconsommer, les entreprises industrielles, justement, qui trouvent un intérêt avec le contexte actuel politique, géopolitique, pardon, à changer un petit peu de leur manière d'aborder la chose. Et pour avoir une contribution, finalement, peut-être qu'il serait redynamisé. C'est ça, quoi. C'est plus pas, tu vois, pas tant de remarques contre ce que tu disais, mais je pense qu'il peut y avoir des renversements de situation. Oui, alors simplement, quand je dis hors projet en toiture, en fait, c'est les DDT traitent tous les projets de plus de 250 kW. Donc, du coup, ça descend quand même un petit peu le seuil, il en restera d'autres, mais ça descend effectivement un petit peu le seuil en termes de suivi. Dans tous les cas, sur le reste, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse demander à chaque collectivité de nous demander l'ensemble des informations de ses permis, y compris les 3 kilos qui seront mis sur un toit. On est tout à fait d'accord là-dessus, sur la pertinence ou l'absence plutôt de pertinence d'une démarche aussi massive et consommatrice de temps. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Si vous voulez prendre la parole directement, comme disait Benjamin, c'est vrai qu'on incite à écrire, mais c'est vrai que parfois c'est plus simple de s'expliquer. N'hésitez pas, c'est le moment. Voilà. Et comme l'a dit Benjamin, si la nuit vous porte conseil ou si n'hésitez pas à venir nous revoir en vous remerciant de votre participation et des questions qui ont été quand même assez nombreuses. C'est toujours agréable de pouvoir interagir et de voir votre intérêt.